Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans le 1945. 25 ans déjà que le projet de la route de l'esclave a été lancé, une occasion pour célébrer la mémoire de nos ancêtres vendus comme esclaves et déportés en Amérique et en Europe. Les nouvelles dispositions du Code pénal votées au Parlement suscitent des interrogations. Les jeunes avocats du barreau béninois l'ont épluché la semaine dernière pour mieux représenter et défendre leurs clients. Une première bonne impression peut vous faire gagner votre emploi entre tenue chic et classe. Que faut-il porter pour un entretien d'embauche? Un spécialiste en style vestimentaire nous aide à faire un bon choix. La célébration du 25e anniversaire du projet La route de l'esclave se poursuit à Cotonou ce mercredi. Les participants ont salué la mémoire des filles et fils déportés. Vous le savez, le commerce des esclaves impliquait l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. La marchandise des hommes, femmes et enfants africains noirs. La traite négrière, c'est plusieurs siècles d'esclavage dont on se souvient encore aujourd'hui. C'est ce que nous disent Yves Agodopessi et Ulvaïs Balogun. Des milliers d'Africains faits prisonniers, transportés par bateau et vendus comme esclaves dans des conditions pénibles. Nous sommes au début du XVIe siècle. Le commerce triangulaire qui venait de commencer impliquait l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Durant près de 3 siècles, plus de 20 millions d'Africains furent ainsi réduits en esclavage pour des raisons économiques. Aujourd'hui encore, l'on se souvient. Lorsque nous parlons de l'histoire des Noirs, c'est un devoir de mémoire pour nous de rappeler qu'il y a au moins 12 millions des nôtres qui ont été dessouchés, n'est-ce pas, de leur terre natale, qui ont été déracinés de leur terre natale, qui ont été éloignés des bases de développement et de construction, n'est-ce pas, de leur pays, de leur terre, l'Afrique. Imaginez que des millions d'hommes sont partis de l'autre côté de l'océan Atlantique, mais tous les 3 ans, les esclaves qui sont partis meurent, compte tenu du rythme de travail qu'on leur donne, d'où le renouvellement permanent et la recherche permanente d'hommes pour les remplacer. Ils travaillaient dans les mines, dans les plantations. En Amérique du Sud, c'était principalement le sucre. Et aux États-Unis, c'était le coton. Donc à partir de ce moment, le rythme de travail était tel qu'ils étaient des bêtes de somme. Des hommes, femmes et enfants vendus comme des bêtes dont la mémoire est maintenant restaurée à la faveur du projet La route de l'esclave. Quand la route de l'esclave, le projet a été initié, présenté par le Bénin et Haïti en 1989 pour déboucher sur le principe de tenir un colloque international pour lancer le projet, c'est le Bénin qui l'a abrité en septembre 1994 à Ouidah. C'est dès ce moment que identifier, retenir, restaurer, les sites de mémoire ont été retenus. Parce que la route de l'esclave, c'est l'histoire de la déportation des Africains dans le monde. Identifier les sites de mémoire permet de ne pas faire oublier. Ne pas oublier. 25 ans après le lancement de la route de l'esclave, c'est une vision globale de la répercussion de la traite négrière en Afrique. Et mieux. Je crois qu'on se concentre beaucoup aussi sur aujourd'hui le contemporain, de refaire revivre la mémoire de l'esclavage à travers les sites patrimoniaux pour que les gens puissent visiter des endroits qui ont trait à l'histoire de la traite et l'histoire de l'esclavage. Ça fait revivre un peu, mieux comprendre l'histoire. Si faire cesser la traite négrière a été un combat long et difficile, il importe aujourd'hui de ne pas oublier cette période de l'histoire. Ça participe de notre histoire. Ça participe de notre histoire, de sa reconnaissance, et ça permet de ne pas oublier, comme je l'ai dit, l'enseigner dans les établissements secondaires. C'est dans ce cadre que l'UNESCO a créé également des kits scolaires pour les écoles, pour qu'on n'oublie pas. C'est essentiel de ne pas oublier. S'en rappeler pour assumer son passé sans problème et surtout pour construire un futur où la mémoire reste vive et célébrée. L'Union des jeunes avocats du Bénin a organisé la semaine dernière la semaine du jeune avocat. Au cours de ce colloque, un regard critique a été porté sur le nouveau code pénal. Quelles sont les dispositions générales du nouveau code? Éléments de réponse avec Petroni Lokoso et Evra Anani. Fort de 1007 articles,
Le nouveau code pénal voté par le Parlement béninois en juin 2018 fait toujours débat. Les nouvelles dispositions contenues dans le dit code poussent à réflexion. Le nouvel article 9 dispose, je cite, « L'application immédiate de la loi nouvelle est sans effet sur la validité des actes accomplis conformément à la loi ancienne. Toutefois, la peine cesse de recevoir exécution quand elle a été prononcée pour un fait qui, en vertu d'une loi postérieure au jugement, n'a plus le caractère d'une infraction pénale. » Cela suppose par exemple que celui qui était incarcéré sort immédiatement, entre autres interprétations possibles. Au cours de cette 4e édition de la Semaine du jeune avocat, le recueil de thèses juridiques est passé au crible pour permettre à la jeunesse du barreau béninois de mieux représenter et défendre les clients. Le nouveau code pénal béninois est entré en vigueur et donc pour son applicabilité, il a fallu que nous, les acteurs de justice, nous, les praticiens, nous enseignons et que nous discutions de ce qui est contenu dans cette loi qui est censée s'appliquer à tout le monde. Nous avons voulu réunir tous les jeunes avocats pour qu'ensemble, nous puissions nous former davantage et être plus compétitifs sur le plan international, déjà à l'interne et à l'international. Ces jeunes avocats se penchent également sur les principes généraux, un des piliers fondamentaux du métier, afin de rester en phase avec la jurisprudence. Les principes généraux sont des notions qui ont été dégagées par la jurisprudence et qui ont été progressivement prises en compte par la loi. Quand la loi est silencieuse sur certaines questions, on peut se rapporter à ces principes-là pour interpréter, pour comprendre. C'est ça ce qui fait le charme du droit, c'est que face à une disposition, on trouve plusieurs interprétations. Mais in fine, la seule personne habilitée à trancher, c'est le juge. Des jeunes avocats aguerris sur la responsabilité pénale et les infractions touchant les personnes et les biens. À terme, c'est la justice qui se voit ainsi renforcée de compétences. Parlons mode à présent. Savez-vous que pour un entretien d'embauche réussi, il faut une tenue vestimentaire adéquate? Pour une bonne première impression, il est capital de rester sobre et de privilégier l'élégance et le classique. Que faut-il porter pour un entretien d'embauche? Ariel Alarassa, spécialiste en style vestimentaire féminin, nous en dit plus au micro de César Achadé et Judith Tossa. Pour un entretien d'embauche, il faut porter des tenues sobres. Pas de tenue sexy, parce que c'est pas pour aller en boîte. Il faut porter des chemisiers, des robes tailleurs, des vestons ou des ensembles tailleurs, pantalons, vestes, jupes, vestes. Je pourrais citer 4 couleurs. Le noir qui représente le leadership, le bleu nuit qui représente la créativité et le travail en groupe. La couleur blanche qui montre votre sens de l'organisation et votre côté méticuleux. Ensuite, le gris qui représente un peu aussi l'esprit de créativité. Quand on a par exemple une poitrine forte, il faut éviter de mettre, pour aller à un entretien, de mettre des décolletés plongeants qui va faire voir l'essence de vos seins. Non. Et il ne faut pas mettre aussi des cols roulés qui fermeront votre poitrine et la poitrine sera taxée. On verra plus la forme de votre poitrine. Non. Il faut miser sur des tenues moins serrées. Quand par exemple, si on a les hanches, on ne peut pas mettre du pantalon pour aller à un entretien d'embauche. Le recruteur aura juste les yeux sur vos rondeurs. Il faut peut-être porter un pantalon un peu évasé, pas slim, un peu évasé, ça va un peu équilibrer la morphologie au niveau de vos hanches. Il ne faut pas porter des sandales, il faut mettre des escarpins, des ballerines à petits talons. Des talons qui vous permettront d'être à l'aise quand vous serez assis et vous ne serez pas stressé, nerveux. Parce que quand vous portez une chaussure qui fait mal au pied, et puis une chaussure dans laquelle vous avez du mal à marcher, votre nervosité se fera ressentir par votre recruteur. Au Ghana, la Banque centrale a révoqué les licences de 23 sociétés d'épargne et de financement pour insolvabilité. La Banque centrale affirme avoir accordé sans succès un délai raisonnable à ces structures pour se faire recapitaliser auprès de leurs actionnaires. C'est depuis 2018 que la Banque centrale a lancé une opération d'évaluation complète des sociétés d'épargne et de financement au Ghana. L'initiative, qui s'est poursuivie jusqu'en 2019, a permis de constater que certaines sociétés ne disposaient pas du capital minimum requis pour exercer.
Le Forum du Tiers-Monde se prépare pour un symposium international prévu du 18 au 20 décembre. Cette rencontre va regrouper plus de 500 intellectuels d'Afrique et d'autres continents. Une occasion pour ces éminents intellectuels de rendre hommage à Samir Amin. Anaïs Badiane de la RTS. Le Forum du Tiers-Monde, une organisation internationale créée en 1973 à Paris, a en son sein d'éminents intellectuels. Souciés de la crise économique qui gangrène le monde et surtout l'Afrique, ces intellectuels veulent trouver des réponses à travers les œuvres de leur défunt collaborateur Samir Amin. Nous avons décidé donc de rendre hommage à Samir Amin qui est décédé il y a 1 an. Samir est quelqu'un dont nous nous engageons à porter la pensée, à la critiquer, à la prolonger éventuellement et à divulguer de façon plus large au sein de la jeunesse africaine et du monde. Les objectifs du forum sont de mobiliser et d'organiser les intellectuels engagés pour réfléchir sur la situation du monde. On lui doit énormément. On lui doit énormément d'avoir contribué à forger une société civile sénégalaise. Il a donné un appui scientifique, un appui politique et un appui moral global. La question des femmes, Samir Amin a toujours répondu présent. Le futur de l'Afrique, la crise migratoire, la coopération sud-sud, des sous-thèmes qui vont être traités à l'occasion du symposium national. L'intitulé de ce symposium est la crise multidimensionnelle du système mondial multipolaire. Quelles sont les réponses que nous apportons précisément en tant que pays du Sud? Rendre hommage à Samir, c'était précisément de reprendre les débats qu'il a posés sur effectivement ce qu'il appelle le modèle néoclassique standard. Évidemment, ce modèle néoclassique standard que nous enseignons avec beaucoup d'aplomb, n'est-ce pas, semble du moins régenter un certain nombre de politiques économiques. Plus de 500 personnes prendront part à cette rencontre prévue du 18 au 20 décembre. Le symposium international est un moment opportun pour rendre hommage à l'éminent professeur économiste Samir Amin. En Éthiopie, la Chine va financer la construction d'un nouveau parc industriel de 150 milliards de francs CFA à Adama, au sud-est de la capitale Addis Abeba. Le nouveau parc industriel prévu pour s'étendre sur 100 hectares vise à attirer de nouvelles compagnies spécialisées ou impliquées dans le secteur de la fabrication d'équipements. Il s'agit du deuxième du genre à être construit dans la ville d'Adama. La nouvelle infrastructure qui s'inscrit dans le cadre du processus d'industrialisation de l'économie éthiopienne d'ici 2025 devrait générer près de 25 000 opportunités d'emploi pour les Éthiopiens. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi.